Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Au passage, bonne année, bon anniversaire, bon reconfinement. Moi je viens juste de déménager, donc décor un peu à l'arrache, mais ne traînons pas, on n'est pas là pour parler déco. Est-ce que vous êtes déjà monté dans une voiture? C'est vrai? Eh ben ça tombe bien, parce que justement aujourd'hui on va parler de la voiture, de la bagnole, de la caisse, du taco. Tu fais quoi avec les illustrations là, sérieux? Alors c'est indéniable, la voiture constitue un fait de société majeur déjà par le simple fait qu'elle fait partie intégrante de nos vies. En 2010, sur 100 km effectués par les ménages, 83 l'ont été en voiture. Donc c'est pas étonnant qu'on voit des voitures partout, dans les séries, dans les films, dans les clips. Elles sont iconisées, déifiées, sexualisées. Roland Barthes a fait de la Citroën DS la couverture de ses mythologies modernes et on bouffe des pubs de bagnoles à longueur de journée qui nous vendent l'évasion, la liberté, le cul! Et pas qu'un peu. Et bien évidemment, les sociologues se sont intéressés à cet objet tellement imbriqué dans nos vies qu'il existe un mot en langue française pour désigner les personnes sexuellement attirées par les voitures. Ça s'appelle la mécanophilie. Tu iras vérifier. Même si c'est vrai, c'est pas spécifiquement réservé aux voitures, ça englobe aussi d'autres objets comme les vélos ou les aéroplanes. Allez les enfants, tous avec moi, c'est parti! La mécanophilie! C'est quand t'aimes baiser les voitures. Venez, on va bouger un peu. On va vous mettre là. Parfait. Alors, le livre de référence sur le sujet, c'est... attendez. Hop. Le livre de référence sur le sujet, c'est cette petite sociologie de l'automobile de Pierre Lanois et Johan Desmoulins. Dans cet ouvrage, ils décrivent l'automobile comme un fait social total. Alors, un fait social total, c'est une expression qu'on doit au sociologue Marcel Mauss, dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Alors lui, il s'en servait pour parler du don, mais c'est à peu près la même idée ici. L'idée du fait social total, c'est qu'on est ici face à un élément qui donne une signification globale à toute une réalité sociale. Chaton, il faut que t'arrêtes de jouer avec mon micro. L'idée, c'est qu'à travers la voiture, on va pouvoir explorer quasiment tous les aspects de la société, que ce soit l'âge, le genre, les inégalités sociales, économiques, culturelles, et c'est justement un petit peu le chemin que je vous propose de parcourir avec moi aujourd'hui. Attends. Aïe. Bon, déjà, si on s'intéresse à la voiture comme objet de consommation, il faut s'intéresser aussi un petit peu à la façon dont elle s'est diffusée. On date la toute première voiture de 1885, lorsque le constructeur Carl Benz commercialise le tricycle Benz 1. On le considère comme la première voiture parce que c'est la première machine à fonctionner avec un moteur à explosion, mais comme son nom l'indique, c'est un tricycle, donc il n'a que 3 roues. Et pour illustrer ça, sachez qu'il existe toujours aujourd'hui certains modèles qui roulent encore. D'ailleurs, pour l'anecdote derrière la création, il faut savoir que le perfectionniste Carl Benz travaille plus de 10 ans sur sa machine qu'il n'utilise que quelques mètres dans son allée pour la tester entre deux bidouillages. Tant et si bien que sa femme, Bertha Benz, qui est en fait son associée et finance en grande partie le bousin, se lasse du perfectionnisme de son mari, et le 12 août 1888, elle profite du fait qu'il est endormi pour emprunter la machine, devenant ainsi la première femme conductrice et la première personne au monde à faire un long voyage en voiture. Parce que oui, elle va utiliser le tricycle Benz 1 pour partir avec ses 2 fils, voir sa mère à 106 km de là. Avec une vitesse de pointe de 15 km/h, elle met près de 12 heures pour réaliser ce périple en s'arrêtant dans les pharmacies en chemin pour récupérer du pétrole, les transformant ainsi en première station-service de l'histoire. Et c'est donc l'escapade de Bertha Benz qui va permettre de faire connaître au grand public l'invention de son mari, et c'est notamment au cours de ce périple qui demande maintes réparations qu'elle invente les plaquettes de frein, donc vraiment là on peut dire GG Bertha. On a même eu droit à une reconstitution dans un petit film fait par la marque en 2018, avec les options panneau de texte inspirant et espoir ineffable dans les yeux d'un enfant, et ça, vraiment, c'est beau. Alors il faut pas s'emballer non plus parce que des tricycles Benz One, le Carlito, il va en vendre 2 en tout et pour tout. Donc c'est classe, certes, mais pour l'instant il n'y a rien de dingue, c'est pas pour le moment qu'on va pouvoir zoom zang dans sa Benz. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça se démocratise quand même assez vite. Si on regarde les chiffres de l'INSEE en 2020, c'est 84,1% des Français de plus de 16 ans qui possèdent une automobile. Donc autant vous dire que la voiture s'est diffusée au cours du XXe siècle aussi rapidement qu'une souche de SARS-CoV-2 dans une école primaire, quoi. Quoi, tout soon. Et cette diffusion, elle va notamment être rendue possible par des changements dans les modes de production. À savoir par l'organisation scientifique du travail qu'on appelle aussi le Taylorisme, du nom de l'ingénieur Frederick Winslow Taylor.
Alors, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'a pas inventé le travail à la chaîne, qui existe depuis bien plus longtemps. Il a simplement mis en place une division horizontale et verticale du travail qui permet d'améliorer grandement la productivité. Mais t'es encore là, toi? Pour ce qui est de l'automobile, c'est le constructeur Henry Ford qui va faire d'énormes gains de productivité en appliquant les méthodes du taylorisme à la production de voitures. Il construit notamment entre 1906 et 1927 la fameuse Ford T, qui est considérée comme la première voiture accessible au grand public. T'es au courant que c'est mon émission? On retient notamment Henry Ford parce qu'il a fait le choix de bien payer ses salariés, c'est le fameux $5 a day. Et oui, à l'époque, gagner 5 $ par jour, c'était être carrément mieux payé que la moyenne. Ce qui fait en fait double effet qui se coule pour Ford, parce que non seulement ses employés ont l'impression d'être bien payés, donc ils travaillent mieux, mais en plus, comme ils ont un plus grand pouvoir d'achat, ils sont capables d'acheter eux-mêmes les voitures qu'ils passent leur journée à produire, et donc ça crée de nouveaux débouchés pour la vente automobile. Si je vous fais chier, vous me le dites, je vais me faire un café. Cette organisation du travail a notamment donné naissance à ce que les économistes régulationnistes appellent le compromis fordiste. C'est une étape du capitalisme qui dure environ jusqu'aux années 70, où les forts gains de productivité sont très largement redistribués aux travailleurs. Ce qui permet donc de stimuler la demande et donc de garder un marché ultra dynamique et innovateur. Stop! Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous avez pas l'impression de carjacker mon émission là un peu? Bah oui, mais c'est toi qui l'as mise là, la caméra. Nous, on n'a rien fait, Non mais oui, je sais, j'ai essayé plusieurs décors, mais à chaque fois je suis revenu ici. Vous auriez dû me suivre, non? Tu sais, les procédés narratifs, c'est jamais bien clair de comment ça fonctionne. Ouais, t'es bien gentil, mais moi je peux pas sortir du cadre. Regarde. On va aller loin comme ça. Quoi? Vous voulez dire qu'à chaque fois que je vais essayer un nouveau décor, ça me fait un nouveau perso récurrent? Alors, je voulais pas vous couper, mais moi je suis juste parti me faire un café et maintenant je peux plus bouger de la cuisine, donc si on pouvait trouver une solution au problème, ça m'arrangerait. Je vous avoue que je suis assez pour aussi. Ah, voilà, c'est pas juste nous. Faut que t'arrêtes de changer de cadre comme ça. Oui, non mais ça faisait pas ça avant. Faut juste que tu te calmes sur les déplacements. Sois plus rapide, plus direct. Plus concis. Non mais vous êtes marrant vous, déjà que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, maintenant il faut plus que je bouge d'un orteil d'ici sous prétexte de créer des parasites. Ah bah voilà, tout de suite, les insultes. C'est pas très constructif, Nous on t'aide à la faire ta vidéo là. Franchement. Non, mais j'ai pas dit parasite. Non mais sérieusement, moi je suis là en train de t'aider. Là j'ai des trucs si, là précis, j'ai des parasites derrière moi, on a une méga grande bibliothèque. En plus, franchement moi depuis le début, je fais que améliorer ta vidéo. Je suis là, je balance des faits, je balance... Wow, on va se calmer là. Vous allez tous vous délayer l'anus en bon coup parce que là je suis en train de faire le montage et c'est d'un bordel. C'est un bordel. Alors les deux PNJ qui servent à rien là, vous fermez bien vos mouilles jusqu'à la fin de la vidéo, et les autres vous arrêtez de chialer comme des sarkozystes en jour de jugement et vous reprenez votre machin sur les bagnoles là. Et je vous préviens sans vous engueuler cette fois. Allez, on y va! Bon, du coup, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que la voiture va progressivement se diffuser à toute la population. En France, c'est surtout le président Georges Pompidou qui se fera le principal ambassadeur du tout automobile. Il était d'ailleurs lui-même un grand fan de voitures de sport et il a grandement œuvré pour la modernisation des routes françaises. Il est d'ailleurs resté célèbre pour une petite citation bien à propos, « Les Français aiment la bagnole ». C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça ne suffit pas de regarder la progression de l'équipement automobile en général pour dire que toute la population accède à la voiture. Parce que justement, tout le monde n'y accède pas en même temps. La diffusion de la voiture, elle est d'abord verticale, d'abord les riches, après les prolos. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, elle est aussi genrée. Et oui, la voiture, c'est avant tout un truc de bonhomme. Ma bite, j'ai une grosse voiture. Ma bite, et des clés à la ceinture. Ouais, enfin, c'est bien connu, les mecs qui s'achètent des grosses voitures, c'est avant tout pour compenser la taille de leur petite... Il t'aura pas échappé non plus que la voiture est d'ailleurs souvent marketée pour les hommes. On en fait une allégorie de la puissance, de la liberté et bien sûr du pouvoir de séduction. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. C'est un petit peu sexiste ça quand même. Si peu. Pour le coup, les publicitaires ont quand même tenté des pubs à destination des femmes, mais ils sont assez rapidement retombés sur des clichés sexistes de type les femmes savent pas conduire, savent pas se garer, etc. etc. C'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Mais dis donc, mais ça aussi c'est un petit peu sexiste.
Toujours oui. Mais si l'aspect publicité autour de la voiture vous intéresse, je vous renvoie vers la chaîne d'Horizon Bull qui a fait une vidéo de près d'1 heure sur le sujet et tout est absolument génial, donc je vous invite très fortement à aller la consulter. Ici, on va plutôt s'intéresser à comment s'est faite la diffusion de la voiture au cours du XXe siècle en regardant plus précisément les écarts entre les hommes et les femmes. On s'appuie ici sur un article de 2014 de Johan Desmolly qui étudie notamment comment s'est fait l'accès au permis de conduire pour les femmes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été bien plus tardif que pour les hommes. Et d'ailleurs, c'est pas forcément étonnant quand on s'intéresse au caractère symbolique des sphères féminines et masculines. C'est ce que montre notamment Pierre Bourdieu dans son livre La domination masculine, et qui a été développé par de nombreux autres travaux. Le masculin et le féminin sont traversés par des ordres symboliques en opposition. Haut ou bas, droite ou gauche, chaud ou froid, intérieur, extérieur, calme, agitation, lune, soleil. Et dans nos sociétés, comme dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, la sphère féminine est associée à la sphère domestique, à l'intérieur, à l'immobilité, alors que la masculinité est associée à l'extérieur, au mouvement, à la sphère publique. Et on retrouve notamment le bon vieux modèle conservateur de la femme au foyer et de l'homme breadwinner qui ramène le pain sur la table pour toute la famille. On comprend donc bien que dans cet ordre symbolique, un objet qui fait tutut pot vroom vroom et qui permet le mouvement et l'émancipation est naturellement attribué aux hommes. Et on accuse les femmes qui voudraient s'en emparer de vouloir renverser l'ordre social. À tel point que dans les années 30, quand on commence à développer la voiture électrique, parce que oui, la voiture électrique ne date pas d'hier, on va assez naturellement l'attribuer aux femmes parce que ce sont des voitures qui sont silencieuses, qui font moins de bruit et qui ont moins d'autonomie aussi, donc qui permettent d'aller moins loin. Et donc ça va être assez naturellement marketés comme des produits davantage féminins, et Henry Ford d'ailleurs offrira une voiture électrique à sa femme. On retrouve donc bien l'idée que les femmes, faut pas trop qu'elles fassent de bruit, et surtout faut pas trop qu'elles s'éloignent de la maison, hein, ça peut être dangereux si elles vont trop loin. Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est même pas spécifique à la voiture en fait. On a par exemple l'historien Christopher Thompson qui étudie la diffusion de la bicyclette envers les femmes bourgeoises de la fin du 19e siècle, et ce qui montre c'est qu'en fait la grande majorité de la population était complètement opposée à l'idée que les femmes puissent aller où elles voulaient en bicyclette. Bah oui, hein, si elles ont un peu de liberté et qu'on peut pas contrôler où elles vont, c'est bien connu, elles vont se dévergonder. Et évidemment, comme les robes longues ou les corsets, c'était pas le truc le plus pratique pour faire du vélo, les femmes ont aussi commencé à porter de nouveaux vêtements qui se rapprochaient un peu plus du pantalon. Alors là, autant dire que c'était carrément la fin du monde pour les conservateurs. Au point que, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Et bien que ce partenaire technologique de la femme nouvelle, comme on semblait visiblement appeler les vélos à l'époque, était même soupçonné de devenir un nouveau partenaire sexuel. Ah non, mais l'insécurité masculine n'a pas de limite en fait. Il suffit que les femmes acquièrent un iota de liberté et tout de suite on trouve le moyen de ramener ça à notre... Non mais au point qu'il y a eu de vifs débats en médecine à l'époque pour déterminer si l'acte de pédaler pouvait être considéré comme une forme de masturbation. I know what you're thinking, okay, but it is not what it looks like. Qui conduirait évidemment les femmes à aller chercher le plaisir sexuel sur leur nouvelle machine plutôt que dans le lit conjugal. Ah bah il faut se poser toutes les questions, on sait jamais, c'est comme ça que la science évolue. Bon, donc vous voyez qu'on revient déjà de loin avec le vélo, donc il faut pas s'étonner que la voiture, ça mette un petit peu de temps à se diffuser aux femmes. Mais ça va venir. Allez, en voiture Simone. En voiture Simone. En voiture Simone. Tiens, tu sais pourquoi on dit en voiture Simone? Bah moi je pensais que c'était l'expression de Guy Lux dans Interville. Pour vous présenter, merci Simone de me tenir ce micro. N'est-ce pas, voyez, je me rends utile. Alors, oui et non. En fait, il a popularisé l'expression parce qu'il l'employait souvent pour s'adresser à sa partenaire Simone Garnier. Mais en fait, l'expression est plus ancienne et elle fait référence à une autre Simone. Simone de Beauvoir. Non. Simone Veil. Non plus. L'autre Simone Veil? Toujours pas. Il y en a une autre. Et oui, parce que cette expression fait référence à Simone Louise d'Epinay de Bord-des-Forêts. Une prolo, quoi. Elle est connue parce qu'elle fut l'une des premières femmes françaises à obtenir son permis de conduire en 1829, pas la première mais une des premières, mais aussi parce qu'elle a participé à des courses automobiles dès les années 30, et du coup, l'expression « en voiture Simone » est née parmi ses supporters. D'ailleurs, l'expression complète étant « en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne ». Et t'avais prévu une transition là après ton histoire de Simone ou on va juste rester sur un silence malaisant? Non. Alors, depuis Simone machin là, Simone Louise d'Epinay de Bord-des-Forêts.
Alors, je vais l'appeler Pouet Pouet Simone. Ça te va, Pouet Pouet Simone? Donc, depuis Pouet Pouet Simone, et surtout en fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, la voiture va se diffuser de plus en plus à la population féminine, et une bonne façon d'objectiver ça, de trouver ça dans les chiffres, ça va être de regarder le taux d'attribution des permis de conduire aux femmes. Et cette augmentation, on la voit clairement au cours des enquêtes, parce qu'il y a environ 22% des femmes qui ont leur permis en 1967, et elles sont plus de 76% dans la dernière enquête de 2007. Alors j'ai pas trouvé les données après 2007, mais on voit clairement l'évolution sur la fin du XXe siècle. Mais le plus intéressant, c'est quand on compare ces taux-là à ceux des hommes. Et vous pouvez voir qu'à toutes les époques, le permis est davantage possédé par les hommes que par les femmes. Il faudra attendre 1993 pour que le taux de femmes ayant le permis atteigne celui des hommes de 1967, soit 65%. Et on voit qu'encore en 2007, on a quand même une différence de 15 points entre les hommes et les femmes. Mais en fait, c'est pas anodin, parce que comme le souligne Wendy Molly dans son article, en fait, le permis, c'est un titre qui est délivré par une administration publique. C'est donc un titre qui atteste de compétences sanctionnées par l'État, et du coup, en ça, on peut complètement le comparer à un diplôme. Il a exactement le même rôle et la même fonction qu'un diplôme scolaire. Il écrit que, semblable à un diplôme, le permis apparaît exceptionnel en ceci qu'il est l'un des rares titres à être davantage possédé par les hommes que par les femmes. Et effectivement, depuis la démocratisation scolaire, on observe qu'en général, les femmes ont un niveau de diplôme plus élevé que celui des hommes. Quand on regarde les derniers chiffres de l'INSEE disponibles sur le sujet, on voit que la part de bacheliers ou plus est bien supérieure dans la population féminine que dans la population masculine, et ce, quel que soit leur âge. Pourtant, quand on regarde le permis de conduire, on voit que l'écart est inversé, ce qui montre bien qu'il symbolise quelque chose de très différent des autres titres scolaires. Mais du coup, me diriez-vous, et vous n'auriez pas tort de le penser, maintenant que les femmes ont enfin gagné l'accès à la voiture, et il n'y a pas de raison que l'écart entre les hommes et les femmes ne continue pas à se réduire dans les années à venir, ça veut dire qu'elles ont enfin gagné l'émancipation permise par la voiture. Vroom vroom poit poit, tout le monde est heureux. Que vous êtes naïf. Et oui, parce que comme le souligne dans son article Wendy Molly, ça ne suffit pas de regarder le taux d'équipement ou le taux d'obtention du permis de conduire. Il faut aussi regarder plus en détail les usages si on veut vraiment comprendre les différences de mobilité entre les hommes et les femmes. Alors ce qu'a fait Wendy Molly, c'est qu'il s'est servi de l'enquête transport de l'INSEE qui contient justement des données sur les modes de déplacement des ménages. Et il a ensuite compilé les enquêtes 81, 93 et 2008 justement pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps. Alors pour avoir des données significatives, il n'a gardé que les personnes actives, c'est-à-dire qui ont un emploi ou qui cherchent un emploi, parce que étant donné que les femmes sont plus souvent inactives ou à temps partiel subi que les hommes, forcément cette donnée aurait impacté les résultats de déplacement en voiture. Alors il commence par faire une régression et il constate une grosse différence sur le nombre de kilomètres parcourus entre les hommes et les femmes. Toute chose égale par ailleurs, être une femme plutôt qu'un homme diminue de 3000 km la distance annuelle parcourue en voiture. Et si vous vous posez la question, oui, j'ai prévu de faire un jour un épisode sur la régression statistique et son usage en sociologie. Je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais c'est prévu. Par la suite, il va regarder la répartition homme-femme des trajets en voiture en fonction du type de trajet en 4 modalités. En fonction de s'il s'agit d'un trajet pour le loisir, d'un trajet pour les sociabilités, d'un trajet pour le travail ou d'un trajet pour le travail domestique cette fois. Il en sort ce tableau-là où on voit en bleu les trajets effectués par les femmes, en orange les trajets effectués par les hommes, et on peut observer les différentes répartitions dans les 3 enquêtes successives, 81, 93 et 2008. Le premier truc à remarquer, c'est donc évidemment une certaine convergence. Alors qu'en 1981, tous les trajets étaient très majoritairement réalisés par des hommes, c'est beaucoup plus égalitaire aujourd'hui. Par contre, on remarque toujours des différences assez notables pour le type de trajet. Tout d'abord, les trajets liés au loisir restent majoritairement masculins. On est à 54% de ces trajets qui sont faits par des hommes. Mais le plus intéressant, ce sont les trajets liés au travail domestique, puisque c'est le seul trajet pour lesquels les femmes sont majoritaires, avec 58% de ces trajets qui sont effectués par des femmes. En fait, ce que remarquent les sociologues, et là Wendy Molly s'appuie sur d'autres enquêtes sur le sujet, c'est que l'accès à la voiture pour les femmes n'est pas forcément le signe d'une émancipation. De la même façon que l'introduction des appareils ménagers n'a que peu modifié le poids et la répartition des tâches domestiques. Ah ouais, Moulinex libère la femme, mon œil. Eh bien, la voiture a eu pour effet d'étendre la sphère du travail domestique plutôt que de permettre aux femmes de s'en échapper. Pas de chance. Et oui, on pensait que la voiture allait permettre aux femmes de s'échapper du carcan domestique et d'accéder à de nouvelles formes de mobilité jusque-là réservées aux hommes. Et si cela a été vrai dans une certaine mesure, notamment pour les milieux favorisés,
L'usage de la voiture pour les femmes se cantonne le plus souvent à des petits trajets comme aller faire les courses ou aller chercher les enfants à l'école qui ne sont que le prolongement de la sphère domestique à l'extérieur de la maison. Pour ces femmes-là, l'accès au permis de conduire ne se caractérise pas tant par une émancipation que par le transfert de certains trajets qui étaient auparavant réalisés par des hommes à l'époque où ils étaient les seuls à avoir le permis et qui leur sont désormais dévolus. Eh ben, on n'est pas sorti du sable! Cet épisode de Sociolo Quick est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il y aurait énormément de choses à dire en plus sur la voiture étudiée sociologiquement. J'ai d'ailleurs quasiment pas parlé des classes sociales et il y a pourtant énormément de choses à dire sur les usages de la voiture comme marqueur social, ne serait-ce que sur les couleurs de voiture. Mais voilà, j'ai fait des épisodes de Sociolo Quick, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce format-là. Le but de ce format, c'est de rester suffisamment court et concis. Donc j'ai décidé de plutôt m'axer sur un seul sujet, à savoir la diffusion de la voiture aux femmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse un deuxième épisode justement pour traiter des aspects plus en termes d'inégalité de classe sociale sur l'appropriation de la voiture. Bon, juste une petite parenthèse pour signaler que finalement c'est pas un épisode de Sociolo Quick, mais c'est bien un épisode hors série que j'ai tourné, parce que l'épisode de Sociolo Quick c'est censé être court, moins de 10 minutes, et à ce moment-là, quand je suis en train de tourner, je suis absolument persuadé d'avoir réussi à faire un épisode court. Je suis persuadé qu'on est en dessous des 10 minutes là. Comme quoi, entre ce qu'on écrit et ce qu'on tourne, on se rend pas toujours bien compte. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai plein d'idées pour la chaîne, mais que comme c'est des projets qui sont beaucoup trop longs à chaque fois, et ben en fait, je me retrouve un petit peu avec pas le temps de le faire, et du coup, je fais rien, et j'essaie de me forcer un petit peu à faire des formats courts. Donc forcément, je vais pas au fond des choses, mais ça permet quand même de discuter un petit peu d'un sujet. Donc évidemment, il y aura encore plein de choses à dire sur le sujet. Je vous invite à aller lire le petit repère de Pierre Lannoy et Yoann Desmolly sur le sujet si ça vous intéresse, parce qu'il est très complet. Et moi, j'espère vous revoir dans pas trop longtemps, et à la prochaine! Yoann Desmolly, je l'avais eu comme prof en master, je me souviens. Je lui avais fait un exposé sur Tocqueville. J'avais eu une note de merde.